Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de stockage pour la sécurité alimentaire dans la matinée de ce jeudi. Nous en parlerons dans ce journal. Les populations de Gbetagbo dans l'arrondissement d'Akasato sont confrontées aux problèmes de chute de tension électrique. Vous suivrez les réactions des habitants dans cette édition. Tension entre la Russie et les États-Unis. Moscou a rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Plus de précisions dans le développement de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, qui a procédé ce jeudi 18 mars au lancement officiel de la distribution des cartes nationales d'identité biométrique. L'opération permettra de satisfaire les demandes de septembre à début janvier 2021. Clémence Tonoukouen et Denis Maroya nous font ici plutôt le compte rendu. Suivez. Jeudi 18 mars 2021, nous sommes au siège de l'ANIP. À l'entrée de l'agence, 5 stands accueillent les citoyens de cette vague, invités à retirer leur carte nationale d'identité biométrique. Avec cette nouvelle carte d'identification des personnes, le Bénin entre dans la modernité. Les dispositions sont en cours pour que dans les jours à venir, les demandes soient satisfaites au fur et à mesure. La carte nationale d'identité biométrique vient révolutionner la gestion des personnes et garantir plus d'efficacité dans l'identification et davantage d'inclusion sociale et de simplification. Plus de 45 000 demandes ont été enregistrées. L'attente a été longue. Mais aujourd'hui, le pari est gagné. Nous mettons en distribution les cartes relatives aux demandes de la période de septembre à début janvier 2021. Par ailleurs, le projet de mise en place d'un centre national de personnalisation des titres sécurisés en République du Bénin tire déjà à sa fin. Nous évaluerons dans 15 jours son état de réceptivité, puis les demandes commenceront par être satisfaites dans les mêmes semaines de dépôt des dossiers. La carte nationale d'identité biométrique offre aux populations de nombreux avantages. Entre autres avantages, la facilitation de la délivrance des actes sécurisés tels que le passeport. Autrefois, nous avons tellement de cas de rejet de dossiers du fait que les actes ne sont pas sécurisés, du fait que les actes présentés ne répondent pas aux normes. Mais aujourd'hui, tout cela est relégué au passé. Lorsque vous fournissez vos actes sécurisés, vous donnez la preuve de votre profession. Vous avez votre passeport dans les délais requis. Dans le souci de faciliter la tâche aux populations, dans le processus d'obtention de la carte biométrique, de nouvelles mesures vont être bientôt mises en œuvre. La nouveauté, c'est qu'à partir du 1er avril prochain, toute naissance intervenue sur le territoire national sera systématiquement enregistrée au RAVIP, qui nous permet aujourd'hui de goûter aux délices de la carte biométrique. Il n'y aura plus de registre d'état civil dans lesquels seront enregistrées des naissances qui plus tard se retrouveront en divagation ou en perte parce qu'on parlera de souches d'actes de naissance non retrouvées. Le gouvernement, en mettant fin à cette tracasserie qui fatiguait nos compatriotes, conduit assurément le Bénin vers l'Eldorado où, dans la sous-région, l'identité du Béninois sera respectée. À la fin de la cérémonie de lancement de l'opération, les premières cartes ont été remises par les autorités. Je vous l'annonçais en titre, cérémonie d'ouverture dans la matinée de ce jeudi de l'atelier de validation de la stratégie nationale de stockage pour la sécurité alimentaire, un document réalisé grâce à l'appui technique de la CEDEAO et de l'Union européenne. Les détails avec Carole Olaye et Denis Maroya. L'insécurité alimentaire reste et demeure un défi majeur à relever dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.
C'est pour enfin lutter efficacement contre ce phénomène que la réserve régionale de sécurité alimentaire a été créée conformément au traité révisé de la CEDEAO. À travers le projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, un document comportant les différentes stratégies nationales à court et moyen terme de stockage pour la sécurité alimentaire au Bénin a été élaboré. C'est donc pour valider le dit document valable sur une période de 5 ans que ces différents acteurs se sont réunis. Vous conviendrez avec moi que la RRSA est indubitablement un instrument régional d'appui à la capacité nationale de réduction de la vulnérabilité des populations rurales et urbaines face à l'insécurité alimentaire. C'est le lieu de remercier la RRA pour son assistance technique et financière qui a permis au Bénin de lancer la mission de formulation de sa stratégie nationale de stockage ainsi que les instruments de gouvernance des stocks nationaux et de la conduire à terme. À travers ces politiques de stockage et modes de gouvernance, les crises alimentaires au Bénin, comme dans tous les autres pays membres de la CEDEAO, seront mieux gérées afin que la réserve régionale ne constitue qu'un dernier recours. La réserve régionale de sécurité alimentaire constitue, comme vous le savez, la troisième ligne de défense en cas de crise alimentaire reconnue par les résultats du cadre harmonisé, permet justement de déclencher cette réserve au profit des États demandeurs. Je voudrais nous exhorter tous à l'examiner avec perspicacité, à faire des observations judicieuses et pertinentes en vue d'améliorer la qualité du document. La stratégie nationale de stockage pour la sécurité alimentaire au Bénin 2021-2025 se décline en plusieurs points tels que la synthèse du diagnostic du stockage pour la sécurité alimentaire, le cadre stratégique et programmatique, le mécanisme de financement et celui de la mise en œuvre de la SNSSA, son mode opératoire et le dispositif institutionnel de coordination. Vous venez donc de suivre un reportage de Carole Olaye et de Damien Pedro. Allons à présent dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi où circuler sur le tronçon Carrefour-Pota, Carrefour-Aïtchédi est depuis quelques semaines un véritable parcours de combattants. Les travaux de réhabilitation de cette voie créent assez de dommages aux riverains et usagers. Et suivez le constat fait par Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan. Des caniveaux à ciel ouvert, des barres de fer et des mottes de terre un peu partout, c'est le visage que présente le tronçon Carrefour-Pota, Carrefour-Aïtchédi en réfection. Une situation qui rend la circulation pénible. Non, c'est pas facile de circuler. Circuler là, c'est pas facile de circuler. Des fois même pour rentrer même dans la maison, ça sera difficile. Et si vous avez un engin ou bien le véhicule qui va, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas la voie à passer. Pour le moment, c'est pas facile de circuler ici. Surtout avec depuis le carrefour Aïtchédi où tout est bloqué, il faut chercher la déviation avant de se retrouver. Et puis voilà, quoi, tout est ouvert. Je me demande, dès que la pluie va s'annoncer encore plus, comment on pourra faire. Les enfants ont des difficultés à passer sur le tronçon. Ça ne va pas. Surtout cette semaine-ci, on n'a pas constaté l'évolution des travaux. Cette semaine-ci, on n'a pas constaté l'évolution des travaux. Donc vraiment, c'est pas la joie. Pas de déviation, donc personne ne passe ici. Au niveau des émousses, personne ne passe ici. Donc vraiment, la circulation ne passe pas. De Pota à Aïtchédi, maintenant, on est obligé de contourner. Zemtier à 150, maintenant on peut dire 300 et 350 d'ici à Aïtchédi. Donc ça ne va pas du tout. Le passage à nos divers lieux de travail et autres, c'est vraiment difficile. Moi, sincèrement, j'ai dû garer de l'autre côté. Et j'ai essayé de traverser péniblement les caniveaux et venir à ce côté pour pouvoir aller là où je vais. Les commerces installés le long de cette voie ne sont pas épargnés. Les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires chuter et les moins endurants ont dû fermer simplement. Tout est fermé, vous aurez dû remarquer, la boutique est fermée. Surtout les aliments, là, tout est fermé en fait. La poissonnerie, les boutiques de portables et autres, tout le monde est fermé. D'abord,
par rapport à la poussière et la voie aussi qui n'est pas quand même praticable. Donc on ne peut rien. Et tout est au ralentissement. Les activités ça traîne, l'argent ça ne range pas. Et puis tout le monde chauffe là. Au niveau des boutiques, au niveau des boutiques, ceux qui ont loué des boutiques, ils n'ont pas pu trouver la majeure partie de leurs gains. Les vendeuses au bord de la voie, vraiment ça ne passe pas. Si la voie là, si ça passe là, nous on vend. Quand ils ont bloqué partout, cassé les choses en désordre comme ça là, on ne vend pas maintenant. À cause de la voie, mon patron a dit qu'il va diminuer mon argent un peu, parce qu'il n'y a pas le marché. Les usagers estiment que la réfection de cette voie évolue à un rythme très lent. Tous plaident pour une accélération des travaux. Si les travaux peuvent s'accélérer et qu'on puisse nous libérer la voie, ça pourra vraiment nous aider. Il faut qu'on pense à la population qui habite ici. C'est pas ça. Le dimanche passé, ils étaient sur le terrain. Je les ai vus en train de travailler. Mais franchement, ça va à un petit pas, quoi. Je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est pas encore ça. Ceux qui sont le travail, de continuer les travaux et de mettre le courage aussi. Ce que moi, je veux simplement là, de bien faire la route. Là, ça serait bon pour nous. Les travaux, une fois à terme, permettront d'avoir une voie plus large pour faciliter la mobilité des populations. Restons à Bomé-Calavi où les populations de Gbetagbo et environ dans l'arrondissement d'Akasato souffrent également. Elles sont confrontées plutôt au problème de chute de tension, communément appelé baisse de tension. Une équipe de Eden TV a effectué une descente dans certains quartiers de l'arrondissement. Suivez ici le reportage. Le problème de chute de tension électrique, communément appelé baisse de tension, se pose avec acuité dans la commune d'Abomey-Calavi. Certains citoyens parlent de la situation à Gbetagbo dans l'arrondissement d'Akasato. À partir de 19h, nous n'avons plus l'énergie en bonne qualité. Et chaque fois que nous allons nous plaindre au niveau de l'agence SBE de Calavi, eux autres ils nous disent qu'ils sont conscients de la situation, que nous vivons la sous-tension. Pourquoi? Parce que quoi ils disent? Que la population de Gbetagbo de Domé-Zekame a augmenté et le nombre d'abonnés a augmenté. Et les transformateurs qui sont déposés depuis des temps donnés, ces transformateurs n'ont plus la capacité nécessaire de supporter le nombre d'abonnés. Ce qui fait qu'à partir de 19h, nous n'avons pas le jus dans nos maisons respectives. Il y a assez de baisse de tension et tous les trucs, les appareils des gens sont en train de griller, mais on ne sait pas comment se faire. Depuis quand ils ont fait l'installation dans ce quartier, je vois qu'il y a trop de baisse et tout le monde disait que c'est la haute tension qui est un peu plus petite. Bon, on est en train de débrouiller avec ça, vraiment. Par rapport à moi-même, j'ai beaucoup de trucs qui étaient gâtés pour moi-même. Je ne peux pas, on n'a pas de choix. Spécialement dans la nuit, la coupure vraiment nous dérange proprement ici. Et nous sommes bien embêtés par la coupure. Les habitants de Domé-Zekame ne sont pas épargnés par cette situation. À Domé-Zekame, auparavant, c'était le village à Djagbo, qui était un seul village. Maintenant, c'est divisé en deux villages qui fait à Djagbo 1 et Domé-Zekame. Et c'était le même transformateur qui alimente à Djagbo jusqu'à Domé-Zekame et jusqu'à chez le pasteur César. Ce qui fait que, moi, par exemple, je vais prendre mon cas, chez moi à la maison. Depuis 2016 que je suis un abonné à la SBDE, je n'ai pas du tout le courant. C'est seulement les dimanches et c'est de 7h à 19h que j'ai le courant. Nous ne savons pas ce qui se passe, si c'est notre transformateur ou bien quoi. Vraiment, seule la SBDE pourra nous indiquer et pourra nous dire ce qui se passe réellement. Si nous-mêmes, nous ne le savons pas. Les citoyens et habitants de ces villages lancent ici un appel aux autorités à divers niveaux. Gbetagbo, c'est à peine 20 ou bien 30 km de Cotonou. Nous sommes déjà à Cotonou. Que les autorités à divers niveaux puissent venir nous aider à finir avec une situation qui ne nous honore pas ici à Calavi, à Gbetagbo et dans le village de Domé-Zekame. Il y a beaucoup de plaintes qui ont été posées à la SBDE. Ils savent ce que nous vivons. Chaque fin du mois, nous payons des entretiens pour nos compteurs. Mais nous ne trouvons pas gain de cause. Donc nous leur demandons de venir à notre secours. Parce que sans l'électricité, beaucoup de choses peuvent se passer. Et nous ne pouvons pas... Nos villages, les deux villages resteront dans l'obscurité, ce qui n'est pas du tout bien. Nous allons juste demander aux autorités d'essayer, puisque je sais qu'ils écoutent bien, ils sont à l'écoute, mais d'essayer encore d'écouter avec un cœur attentif
Donc de prêter attention aux populations qui sont à Gbetawo, de nous prêter attention et d'essayer de nous régler ce problème auquel nous sommes confrontés. Espérons que cette situation de chute de tension dans la commune d'Abomey-Calavi trouve un dénouement rapide pour le bonheur des populations. En interactualité, il y a 7 ans, la Crimée a été rattachée à la Russie. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signait le traité de réunification. Les habitants de la péninsule avaient voté massivement en faveur d'un rattachement à la Russie. Mais depuis, les autorités ukrainiennes et les puissances occidentales ont toujours considéré ce vote comme illégal, justifiant des sanctions contre la Russie. Reportage. 7 années maintenant que le drapeau russe flotte au-dessus de la Crimée. En mars 2014, alors que l'Ukraine était confrontée à de graves troubles, les habitants de Crimée ont exprimé le souhait de voir leur région rattachée à la Fédération de Russie. Et le ministre des Affaires étrangères russe, qui s'est exprimé à l'occasion de cette date anniversaire, a tenu à être clair. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le sort et l'avenir de la Crimée sont à jamais liés à la Russie, que cela plaise ou non. Aucune démarche des États occidentaux menée par les États-Unis d'Amérique ne peut changer cette réalité, que ce soit du point de vue du droit international ou d'un point de vue politique ou moral. De son côté, notre diplomatie continuera à travailler vigoureusement afin d'enraciner dans l'esprit des partenaires étrangers les réalités liées au retour de la péninsule dans le giron de la patrie. Les autorités ukrainiennes, de leur côté, ne l'entendent pas de cette oreille. Et leur président a préparé une stratégie pour mettre fin à ce qu'il considère être l'occupation d'une région ukrainienne. Il y a 7 ans, la Russie a tenu un faux référendum en Crimée. Pour la première fois depuis le début de l'occupation, l'Ukraine a préparé une stratégie de désoccupation et de réintégration de la péninsule. Nous appelons le monde à s'unir au sein de la plateforme pour la Crimée pour rattacher ce qui est ukrainien à l'Ukraine. En 7 années, la Russie a beaucoup fait pour développer les infrastructures de la Crimée, des infrastructures jusque-là délaissées. Et le symbole du développement de cette région est bien entendu le pont de Crimée, qui relie dorénavant la presqu'île à la Russie continentale par la route et par le rail. La population, elle, paraît apprécier tous ces efforts et semble ne pas regretter son choix, comme l'ont d'ailleurs souligné plusieurs sondages. Beaucoup de choses ont été construites. Si on parle du domaine social, suffisamment. Par exemple, désormais dans la cour voisine, il y a enfin des installations pour enfants. Mais bien sûr, notre grande fierté est le pont de Crimée et la route tauride. Beaucoup d'endroits. Si avant la route pour Sébastopol, par exemple, prenait 1h30, désormais c'est beaucoup plus rapide. Je trouve donc que les choses ne font que s'améliorer. Je préfère le travail que j'ai maintenant. Je gagne plus désormais. Quand on faisait partie de l'Ukraine, il n'y avait pas de perspective. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Je suis content de ce qui s'est passé il y a 7 ans. J'ai moi-même participé au référendum. Tout s'est bien passé, personne ne m'a menacé avec une arme. Des amis à moi de Zaporizhzhia m'ont demandé si c'était vrai qu'on nous menaçait avec des armes. Je leur ai expliqué que c'était du n'importe quoi. Tout s'est fait de manière honnête. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le reste, je n'y crois pas, tout simplement. Alors bien sûr, ce différend territorial entre l'Ukraine et la Russie n'est pas sans conséquences. Par exemple, pour l'alimentation en eau de la péninsule. Du temps de l'URSS, un canal avait été construit depuis le fleuve Dniepr, en Ukraine, pour ravitailler la Crimée en eau potable. Mais depuis 2014, Kiev a fermé le robinet, occasionnant des pénuries récurrentes, ce qui entraîne aussi de graves conséquences sur l'agriculture locale, fortement dépendante de l'irrigation. Cette situation entre les deux pays a également généré une hausse des tensions en mer Noire. Fin novembre 2018, un incident a même eu lieu entre les marines russes et ukrainiennes, avec la capture de 3 navires ukrainiens et l'emprisonnement de 24 marins. Des tensions qui ne risquent pas de s'atténuer. Le Pentagone a annoncé une aide militaire de 125 millions de dollars à l'Ukraine, principalement sous la forme de 2 navires patrouilleurs. Depuis 7 ans que la Crimée a rejoint la Russie, les habitants de cette région ont observé une amélioration des infrastructures ainsi que de leurs conditions de vie. Mais la situation géopolitique de cette région d'Europe est très instable entre le conflit larvé dans le Donbass et la militarisation croissante en mer Noire. Tension entre la Russie et les États-Unis. Moscou a rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Une décision prise ce mercredi après que le président Biden a traité son homologue russe de
tueur dans la presse et promettant de le faire payer. Il n'a prononcé qu'indirectement ces mots, mais la réponse du président démocrate est pour le moins limpide. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, Joe Biden a attaqué frontalement son homologue du Kremlin. Vous connaissez Vladimir Poutine? Pensez-vous que c'est un tueur? Oui. Alors quel prix doit-il payer? Il va en payer les conséquences. Nous avons eu une longue conversation, lui et moi. Je le connais relativement bien. Et quand la conversation a commencé, j'ai dit « Je vous connais et vous me connaissez. Si j'établis que cela s'est produit, alors soyez prêts. » Par ses propos, Joe Biden déclenche la première crise diplomatique de son mandat, provoquant l'ire de Moscou qui a rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour des consultations, le Kremlin qui assure vouloir éviter une dégradation irréversible des relations avec Washington, mais qui dénonce ses propos comme une attaque directe contre la Russie. L'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a été invité à se rendre à Moscou pour des consultations afin d'analyser ce qu'il faut faire et comment avancer dans les relations avec les États-Unis. La nouvelle administration américaine est au pouvoir depuis près de 2 mois. Le nombre symbolique des 100 jours n'est pas loin et c'est une bonne raison de tenter de faire une évaluation de ce que l'équipe Biden réussit ou ne réussit pas à faire. Au cœur des relations houleuses avec Washington, des tensions à répétition au sujet de la Syrie, l'Ukraine, des accusations d'ingérence ou encore d'espionnage. Depuis son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden inscrit sa volonté de marquer un tournant par rapport à l'ère Trump. L'ex-président républicain qui était déterminé à améliorer les relations entre les deux puissances. Un changement de cap radical donc pour la nouvelle administration. Nos relations auront un aspect différent. Nous serons directs. Nous nous exprimerons sur les domaines qui nous préoccupent. Et comme le président l'a dit hier soir, les Russes seront certainement tenus responsables des actions qu'ils ont entreprises. Dans ce contexte, les États-Unis ont décidé ce mercredi d'étendre les restrictions d'exportation de produits sensibles vers la Russie. Des mesures qui n'améliorent pas les chances d'une normalisation des relations, même si le président américain dit vouloir coopérer avec Moscou au nom d'intérêts communs, à l'instar du projet Nord Stream 2. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.